Dans les couloirs silencieux de la banque des règlements internationaux à Bâle, un rapport confidentiel circule depuis 2022. Il ne porte pas de titre officiel, mais ses auteurs l'appellent simplement « le point de non-retour ». Il détaille une vérité que les banques centrales du monde entier ne peuvent plus ignorer. Le système monétaire international, tel que nous le connaissons depuis 1944, s'effiloche au rythme des décisions prises en plein jour. Non dans l'ombre, mais au grand spectacle. Ce n'est pas une crise future, ce n'est pas une hypothèse. C'est un processus en cours, silencieux pour les masses, mais parfaitement visible pour ceux qui savent lire les signaux dans les réserves de change, les flux d'or et les déclarations diplomatiques codées entre Pékin, Moscou, Riyad et Brasilia. Ce que nous appelons, effondrement monétaire, ne ressemblera pas à celui de 1923 à Berlin, où les Allemands brûlaient des liasses de papier marque pour se chauffer. Il sera plus subtil, plus systémique, plus global. Il ne se manifestera pas par l'hyperinflation dans une seule nation, mais par la fragmentation progressive un ordre monétaire unifié, un phénomène que les historiens économiques appellent la balkanisation des devises. Et pourtant, ce scénario est déjà en train de se jouer. Le dollar américain, pilier central de ce système depuis plus de 80 ans, commence à perdre son rôle exclusif, non parce qu'il s'effondre brutalement, mais parce qu'un nombre croissant d'États décident activement de en sortir, pièce par pièce, transaction par transaction, accord commercial après accord commercial. La véritable urgence ne réside pas dans une faillite spectaculaire, mais dans un changement de paradigme si lent qu'il passe inaperçu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce n'était pas une question de si, mais de quand et comment la transition se produira. Et pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut remonter bien plus loin que les dernières décennies. Il faut revenir aux origines mêmes de l'ordre monétaire moderne et aux forces qui, elles, ont toujours menacé. En 2025, plus de 59% des réserves de change mondiales sont encore libellées en dollars américains, selon les données du Fonds monétaire international. Ce chiffre semble rassurant, jusqu'à ce que on réalise qu'il a chuté de près de 12 points depuis Elwood en 2000. Pendant ce temps, les transactions internationales en yuan chinois ont triplé depuis 2015 et les échanges commerciaux entre les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, se déroulent désormais majoritairement sans passer par le dollar. En Arabie Saoudite, les négociations avec la Chine pour vendre du pétrole en yuan sont devenues une réalité opérationnelle. À Moscou, les banques russes liquident systématiquement leurs avoirs en dollars depuis l'imposition des sanctions occidentales en 2022. Et à New Delhi, la réserve de change indienne accumule de l'or à un rythme jamais vu depuis les années 1990. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la suprématie d'une monnaie, mais la structure même du pouvoir économique global. Le dollar n'est pas une simple unité de compte. Il est un outil géopolitique, un mécanisme de discipline financière et un vecteur d'influence sans égal. Sa domination a permis aux États-Unis de financer des déficits colossaux, de projeter leur pouvoir militaire à moindre coût et de punir les adversaires via le système SWIFT. Mais cette même domination a semé les graines de sa propre contestation. Chaque fois qu'un pays est exclu du système financier occidental, comme l'Iran en 2012, la Russie en 2022 ou potentiellement la Chine demain, il accélère la création d'alternatives parallèles. Et ces alternatives, une fois construites, ne disparaissent pas. Elles s'incrustent, elles se renforcent, elles deviennent des piliers d'un nouvel ordre. Aujourd'hui, le monde est à la croisée de deux voies historiques. Soit le système monétaire se réforme de intérieur, soit il se fracture de l'extérieur. Et les signaux indiquent que la seconde option est déjà en train de se réaliser, non par désir de chaos, mais par nécessité stratégique. Pour saisir l'ampleur de ce moment, il faut revenir à l'hiver 1944, dans la station thermale de Bretton Woods, New Hampshire. Alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage en Europe et en Asie, 730 délégués de 44 nations alliées se réunissaient pour concevoir l'architecture économique de l'après-guerre. Deux visions s'affrontaient, celle de John Maynard Keynes, qui proposait une monnaie internationale neutre, appelée le Bancor, et celle de Harry Dexter White, représentant les États-Unis, qui insistait pour que le dollar, adossé à or à 35 $ une once, devienne la monnaie pivot mondiale. White l'emporta. Le système de Bretton Woods naquit, et avec lui, une ère de stabilité relative, mais aussi de dépendance structurelle vis-à-vis de la puissance américaine. Ce système tint jusqu'en 1971, lorsque le président Nixon suspendit la convertibilité hors-dollar. C'était la fin officielle de Bretton Woods, mais curieusement, le dollar ne perdit pas sa suprématie. Au contraire, les accords pétroliers de 1974 entre Washington et Riyad, par lesquels l'Arabie Saoudite accepta de facturer tout son pétrole en dollars en échange de garanties militaires, transformèrent la monnaie américaine en pétrodevise.
Le monde entier, ayant besoin de pétrole, devait désormais acquérir des dollars. La demande artificielle était née, et avec elle, la capacité des États-Unis à émettre de la dette sans limite apparente. Mais l'histoire ne se répète jamais exactement. Elle oscille. Après la crise asiatique de 1997, les pays émergents, traumatisés par leur dépendance au FMI et au dollar, commencèrent à accumuler des réserves massives en dollars pour se prémunir contre les attaques spéculatives. Puis vint la crise financière de 2008. La Réserve fédérale américaine déclencha des politiques monétaires non conventionnelles, les fameux quantitative easing, inondant le monde de liquidités en dollars. Beaucoup des États y virent une forme de exportation de inflation et de dilution de leurs avoirs. La Chine, premier détenteur étranger de dette américaine, commença à ralentir ses achats de treasuries dès 2014. La Russie, quant à elle, réduisit ses réserves en dollars de plus de 80% entre 2017 et 2021, selon les rapports de la Banque centrale de Russie. Ces mouvements ne sont pas anodins. Ils reflètent une rupture dans la confiance envers le système monétaire tel qu'il a fonctionné depuis un siècle. Et cette rupture a des précédents. Regardons Rome. Non pas l'Empire dans sa splendeur, mais dans son déclin monétaire. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, confronté à des guerres incessantes et à des déficits budgétaires, l'Empire romain commença à dévaluer sa monnaie, le denier. L'argent pur fut progressivement remplacé par un alliage de plus en plus pauvre. L'économie réelle en souffrit. Les prix s'envolèrent, le troc revint, les provinces périphériques cessèrent de faire confiance à la monnaie centrale. L'effondrement monétaire ne tua pas Rome d'un coup, mais il mina sa capacité à fonctionner comme un tout unifié. Un parallèle troublant se dessine avec notre époque. Depuis 2008, les banques centrales du monde ont injecté plus de 35 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale, selon les données de la Banque des règlements internationaux. La masse monétaire M2 aux États-Unis a quasiment doublé entre 2019 et 2022. Pendant ce temps, la dette publique américaine a franchi le seuil des 34 000 milliards de dollars, un montant supérieur au PIB du pays. Les taux d'intérêt réels sont profondément négatifs depuis plus d'une décennie. Dans ce contexte, pourquoi des pays comme la Chine, la Russie ou l'Inde continueraient-ils d'accumuler des actifs en dollars dont la valeur fondamentale, soutenue par la confiance non par l'or, s'érode chaque jour ? La réponse réside dans une stratégie silencieuse, mais coordonnée, la dédollarisation par étapes. En 2023, les BRICS ont annoncé la création d'un mécanisme de règlement commercial en monnaie locale. En 2024, la Chine a signé des accords bilatéraux avec l'Argentine, le Brésil et l'Émirat de Dubaï pour échanger des biens essentiels, soja, lithium, pétrole, sans passer par le dollar. La Russie, privée de SWIFT, a développé son propre système, le SPFS, déjà interconnecté avec celui de la Chine, le CIPS. Ces initiatives ne visent pas à détruire le dollar, mais à le rendre optionnel. Et CIS est là que réside le véritable danger pour l'ordre actuel. Non pas la faillite, mais l'irrélevance progressive. Le système monétaire international repose sur 3 piliers, la liquidité, la confiance et la convertibilité. Le dollar a dominé parce qu'il offrait les 3 en abondance. Mais cette domination repose sur un équilibre fragile entre la politique fiscale américaine, la stabilité géopolitique et la perception mondiale de la solvabilité des États-Unis. Or, cet équilibre se rompt. D'un côté, les États-Unis accumulent une dette qui, selon les projections du Bureau du budget du Congrès, pourrait atteindre 185% du PIB d'ici 2050. De l'autre, le monde commence à réévaluer le risque géopolitique lié à la détention de dollars. Les sanctions unilatérales, imposées par Washington depuis les années 1990 contre l'Iran, la Syrie, le Venezuela, la Russie, ont transformé le dollar en arme. Mais toute arme peut être retournée contre son utilisateur. Si détenir des dollars expose un pays à des sanctions potentielles, alors la logique stratégique pousse à diversifier, voire à fuir. C'est pourquoi l'or redevient central. Depuis 2022, les banques centrales mondiales ont acheté plus d'or que durant toute autre période depuis 1967, année du dernier grand accord monétaire international, le Gold Pool. La Chine, officiellement, détient plus de 2200 tonnes d'or. Mais des analystes de la Banque mondiale estiment que ce chiffre est sous-évalué. La Russie, entre 2014 et 2022, a multiplié par 6 ses réserves d'or. Elle, comme Inde, en a acheté près de 200 tonnes en 2023. Ce N n'est pas un hasard. L'or, contrairement au dollar, ne peut pas être gelé, ni dévalué par décret, ni utilisé comme outil de coercition. Il est neutre, il est universel, et il est l'antidote historique à la perte de confiance monétaire. Les signes d'un changement structurel sont désormais partout, mais ils sont souvent interprétés à travers le prisme de la conjoncture plutôt que de histoire longue.
En mars 2023, lorsque la Silicon Valley Bank s'est effondrée en 48 heures, les médias ont parlé de mauvaise gestion et de hausse des taux. Pourtant, ce krach révéla quelque chose de plus profond. La fragilité d'un système où la monnaie N est plus que SAT, une promesse numérique, sans ancrage tangible. Les dépôts ont été garantis non par de l'or, ni par des actifs réels, mais par la foi dans la capacité infinie de la Réserve fédérale à imprimer. Cela fonctionne jusqu'au jour où la foi s'érode. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus le seul centre de gravité économique. En parité de pouvoir d'achat, la Chine a dépassé les États-Unis dès 2014, selon la Banque mondiale. L'Asie, prise dans son ensemble, représente plus de 40% du PIB mondial. Le commerce sud-sud, entre pays émergents, dépasse désormais celui du nord-nord. Et dans ce nouveau monde multipolaire, le dollar n'a plus la même utilité intrinsèque. Pourquoi un agriculteur brésilien vendrait-il son soja en dollars à un acheteur chinois, sachant que les deux pays peuvent régler directement en réais et en yuan? Pourquoi un producteur saoudien accepterait-il des dollars qu'il devra ensuite convertir en rials s'il peut obtenir des yuans directement utilisables dans les infrastructures Belt and Road? Ces questions ne sont plus théoriques, elles sont opérationnelles. En 2024, plus de 30% des exportations chinoises vers les pays africains étaient réglées en monnaie locale ou en yuan, contre moins de 8% en 2015. Le volume des transactions en euros, yuan, rouble et roupie dans le commerce international a doublé depuis 2020. Ce N n'est pas une révolution violente. C'est une désertion lente, continue, systémique, et elle suit un schéma historique bien connu, celui de la perte de primauté monétaire impériale. L'Espagne, avec son empire d'argent au XVIe siècle, a vu son poids monétaire érodé lorsque les Hollandais et les Anglais ont développé leurs propres systèmes commerciaux. La livre sterling, dominante au XIXe siècle, a perdu sa place centrale non pas d'un coup, mais parce que les États-Unis, plus dynamiques, plus productifs, plus innovants, ont attiré le capital et les transactions. Le même processus est en cours aujourd'hui, mais cette fois, il ne s'agit pas du remplacement d'une monnaie par une autre, il s'agit de la fin de la monnaie unique. Derrière cette transition silencieuse se joue une réorganisation profonde des institutions financières mondiales. La Banque des règlements internationaux, souvent décrite comme la banque centrale des banques centrales, a publié en 2023 un rapport sur les monnaies multiples dans un système fragmenté. Ce document technique, rédigé avec la collaboration de la Fed, de la Banque centrale européenne et de la Banque populaire de Chine, reconnaît explicitement que le monde évolue vers un régime de monnaie concurrente. Ce n'est pas une théorie marginale, c'est une analyse partagée au plus haut niveau du système financier. Les banques centrales, bien que présentées comme indépendantes, agissent souvent en coordination tacite. Lorsque la Réserve fédérale a relevé ses taux en 2022, elle savait que cela provoquerait une appréciation du dollar et une crise de dette dans les pays émergents. Pourtant, elle n'a pas dévié de sa trajectoire. Pourquoi? Parce que la stabilité intérieure prime sur la stabilité globale. C'est un principe fondamental du système depuis Nixon, l'Amérique d'abord. Mais cette logique pousse les autres nations à se protéger. Ainsi, en 2024, la Banque centrale de Chine a noué des accords de swap monétaire avec plus de 40 pays, créant un filet de sécurité en dehors du dollar. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, AIIB, dominée par Pékin, finance désormais des projets sans passer par la Banque mondiale ni le FMI. Les élites financières ne sont pas aveugles à ce changement. Warren Buffett a récemment déclaré que l'Amérique restera riche, mais sa monnaie perdra de son influence. Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, a depuis des années alerté sur le grand cycle de l'Empire, où chaque puissance dominante traverse une phase de déclin monétaire. Même au Trésor américain, des rapports internes citent le risque de fuite généralisée des réserves en dollars comme un des scénarios les plus critiques à long terme. Ce ne sont pas des conspirations, ce sont des calculs stratégiques basés sur des données réelles et des tendances historiques. 8. L'accélération de ce processus est alimentée par 3 forces convergentes: la technologie, la géopolitique et la dette. D'abord, la technologie. Les blockchains et les monnaies numériques de banque centrale, CBDC, permettent désormais des règlements transfrontaliers instantanés, sans intermédiaire. La Chine a déjà lancé son e-yuan dans des corridors commerciaux avec les Émirats arabes unis, la Thaïlande et Hong Kong. La Banque centrale européenne travaille sur le euro numérique. Même la Réserve fédérale explore un dollar numérique, mais elle avance lentement, freinée par des débats politiques. Dans ce domaine, les États-Unis risquent de perdre l'avantage technologique qui a longtemps compensé leur déséquilibre structurel. Ensuite, la géopolitique. La guerre en Ukraine a été un catalyseur. En excluant la Russie du système financier occidental, l'Occident a démontré que le dollar est une arme. Mais en réponse,
Moscou a signé des accords énergétiques avec la Chine, l'Inde et la Turquie, tous libellés dans des devises alternatives. L'Iran vend désormais son pétrole à la Chine en yuan. Le Venezuela utilise le yuan pour régler ses importations. Chaque sanction renforce la motivation à créer des systèmes parallèles. Enfin, la dette. Le service de la dette américaine représentait 12% du budget fédéral en 2023. Si les taux restent élevés, ou pire, si les investisseurs étrangers se retirent, ce ratio pourrait atteindre 20% d'ici 2030. Imaginez un État qui consacre 1/5 de ses recettes fiscales, uniquement à rembourser les intérêts de sa dette. Cela limite sa capacité à investir, à défendre ses intérêts, à projeter du pouvoir. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Empire britannique après la Première Guerre mondiale. Il n'a pas été vaincu militairement. Il a été épuisé financièrement. Ces trois forces, technologiques, géopolitiques, financières, se renforcent mutuellement, et elles poussent le monde vers un point de basculement. Le grand malentendu de notre époque est de croire que l'effondrement monétaire signifie la disparition du dollar. Ce n'est pas cela. Le dollar survivra, peut-être même longtemps, mais il perdra son rôle exorbitant. Pour reprendre l'expression du ministre des Finances français Valéry Giscard d'Estaing en 1965. Il deviendra une monnaie parmi des autres, fortes, certes, mais plus universelles. Et c'est là que réside la révélation. Ce N n'est pas la fin de l'Amérique, mais la fin de son monopole monétaire. Et ce monopole était le socle invisible de l'ordre mondial depuis 1945. Ce qui se joue n'est pas un simple changement de devise dans les livres de comptabilité. C'est une redistribution silencieuse du pouvoir économique. Quand une nation contrôle la monnaie de référence, elle contrôle les règles du jeu. Qui peut commercer, qui peut emprunter, qui peut être puni. Perdre ce contrôle, c'est perdre l'influence sur la structure même de la civilisation économique. C'est pourquoi ce moment est si critique. Ce n'est pas une crise de liquidité, c'est une crise de légitimité. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. À la fin du XIXe siècle, Europe croyait encore en la paix perpétuelle et à l'or comme garant ultime de la stabilité. Puis vinrent des guerres, les dévaluations, les empires effondrés. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant similaire, non pas à la veille d'une guerre, mais à la veille d'une reconfiguration profonde. L'effondrement monétaire n'arrivera pas avec un krach spectaculaire. Il sera déjà là quand nous réaliserons que les factures ne sont plus payées en dollars, que les trésors nationaux brillent d'or plutôt que de billets verts, et que le monde fonctionne selon des règles que Washington ne dicte plus. Ce n'est pas une prophétie de chaos. C'est une observation froide, fondée sur les cycles économiques, les archives diplomatiques et les décisions stratégiques en cours. L'ordre monétaire est en train de se réécrire, non dans les discours, mais dans les silos de soja, les pipelines de pétrole et les lignes de code des CBDC. Et l'histoire nous rappelle une vérité implacable. Aucun empire, aussi puissant soit-il, ne conserve éternellement sa monnaie comme langage universel de la richesse. Le changement ne crie pas. Il glisse et il est déjà en marche. Ce que beaucoup ignorent, est que l'ordre monétaire actuel, centré sur une monnaie fiduciaire unique, est une anomalie historique. Pendant des siècles, les civilisations ont coexisté avec des systèmes monétaires multiples, souvent superposés. À l'époque des rouleaux de la soie, le dinar d'or islamique, le yuan chinois et le solidus byzantin circulaient simultanément, acceptés selon le contexte, la confiance et la stabilité relative de chaque émetteur. Les marchands ne se souciaient pas de leur hégémonie, ils utilisaient la monnaie la plus fiable pour chaque transaction. Ce pragmatisme est en train de réapparaître. Aujourd'hui, les nations ne cherchent plus à remplacer le dollar par une autre monnaie unique. Ce serait reproduire la même fragilité sous une autre forme. Elles construisent plutôt un système polycentrique, où plusieurs monnaies fortes coexistent, soutenues par des actifs tangibles, des réseaux commerciaux solides et des alliances stratégiques. Ce n'est pas le retour au troc, mais le retour à une diversité monétaire mature, celle que les économistes comme Robert Mundell appelaient un optimum de zone monétaire. Dans ce modèle, le dollar reste pertinent pour les échanges avec l'Amérique, l'euro pour l'Europe, le yuan pour l'Asie, et l'or, ou des paniers de matières premières, comme pivot neutre entre eux. Ce changement est rendu possible par une technologie inexistante au XXe siècle. Les systèmes de règlement en temps réel entre banques centrales, comme le projet M-Bridge, piloté par la Banque des règlements internationaux, la Chine, Hong Kong, la Thaïlande et les Émirats arabes unis. Ce prototype permet d'envoyer des yuans, des dirhams ou des bahts en quelques secondes, sans passer par le système intermédiaire new-yorkais. Ce n'est pas une menace contre le dollar, c'est une alternative. Et l'existence même de cette alternative change tout. 12. La dette comme arme à double tranchant. Depuis des décennies, la capacité des États-Unis à émettre de la dette en dollars,
sans risque de défaut technique puisqu'ils contrôlent l'impression, a été perçue comme un avantage stratégique. Mais cette même capacité est devenue une dépendance structurelle. En 2025, les intérêts sur la dette fédérale dépassent les budgets de la défense et de l'éducation réunis. Chaque point de pourcentage supplémentaire de taux d'intérêt ajoute des dizaines de milliards au déficit annuel. Et pourtant, la Fed ne peut pas baisser durablement les taux sans raviver l'inflation. Une inflation qui, depuis 2021, n'est plus seulement monétaire, mais fiscale et structurelle, alimentée par la déglobalisation, les ruptures d'approvisionnement et la militarisation des chaînes d'approvisionnement. Pire encore, le financement de cette dette repose de plus en plus sur des acheteurs domestiques, fonds de pension, banques américaines, réserves fédérales elles-mêmes. Les investisseurs étrangers, autrefois piliers du système, se retirent progressivement. Le Japon, longtemps deuxième détenteur de Treasuries, a réduit ses avoirs de près de 25% depuis 2020. La Chine, elle, détient aujourd'hui moins de Treasuries qu'en 2009, malgré la croissance de son économie. Cela signifie que le dollar n'est plus financé par la confiance mondiale, mais par la création monétaire interne, un cercle vicieux où la dette alimente sa propre expansion, sans ancrage extérieur. Dans ce contexte, la monnaie américaine devient de plus en plus une monnaie de réserve domestique qu'une monnaie de réserve internationale. Et cette distinction est cruciale. Une monnaie de réserve internationale doit inspirer la confiance par sa stabilité, son ouverture et sa neutralité. Or, le dollar est de plus en plus perçu comme un instrument de politique étrangère, ce qui le rend, paradoxalement, moins fiable pour les autres nations. Depuis le XVIIe siècle, l'or a joué le rôle de juge silencieux des monnaies. Quand la confiance dans les billets de banque faiblit, les États reviennent à lui, non par nostalgie, mais par nécessité. Ce que l'on observe depuis 2022 n'est donc pas une lubie spéculative, mais un ajustement systémique. Selon le Conseil mondial de l'or, les banques centrales ont acheté plus de 1100 tonnes d'or en 2023, un record depuis 1950. En 2024, la tendance s'est poursuivie, avec des achats massifs de la part de la Turquie, de la Pologne, de la Chine, et même de pays comme le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Mais ce n'est pas seulement une question de stock, c'est une question de flux. Les contrats D, échanges D, or entre banques centrales, souvent non divulguées, ont augmenté de façon exponentielle. L'or ne sert plus seulement de réserve passive, il devient un actif de règlement actif. En mars 2024, la Russie et l'Inde ont conclu un accord pour échanger du pétrole contre de l'Asor et des roupies. La Chine accepte désormais l'or comme garantie pour les importations de lithium depuis le Chili. Ces transactions contournent non seulement le dollar, mais aussi le système bancaire traditionnel. Elles créent un sous-système monétaire parallèle, basé sur l'actif le plus liquide, le plus universellement accepté et le plus difficile à manipuler. ECS est là que réside le vrai signal des alarmes. Quand les États commencent à utiliser L, or non comme relique, mais comme outil opérationnel C et que, ils ne font plus confiance à la monnaie dominante pour remplir ses trois fonctions fondamentales. Unité de compte, réserve de valeur et intermédiaire d'échange.